Bienvenue au petit cours d'histoire féministe. Aujourd'hui, on va parler un petit peu d'histoire des Autochtones puisque le mois de juin, c'est le mois des Autochtones. Et en cette occasion, je porte mon chandail avec le nom de mon patelin décrit dessus, Kamouraska, qui signifie là où il y a des gens au bord de l'eau. C'était des Malécites qui vivaient dans cette partie, dans cette région-là, avant qu'il y ait des colons français qui viennent prendre leurs terres. Donc, la prochaine fois que vous allez en vacances à Kamouraska, vous saurez cet élément important de l'histoire de la région. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un cours éclair, un cours spécial sur l'histoire des Autochtones, parce que j'ai l'impression qu'on n'en sait pas suffisamment sur le sujet. À chaque fois que j'ouvre un livre ou un article à leur propos, malgré mes années d'études universitaires en histoire, je connais à peu près rien à leur sujet. Et j'avais envie de vous partager un peu de mes trouvailles aujourd'hui. Donc, au secondaire, vous avez sûrement appris qu'il existait 3 groupes d'Autochtones, des sédentaires et des nomades, qui vivaient dans des maisons longues et des tipis, that's it. Mais la réalité est vraiment plus complexe que ça. En fait, il existe plusieurs nations autochtones qui sont regroupées en 3 familles linguistiques. À l'arrivée des Européens, on comptait d'abord la famille des Algonquiens, qui comprenait entre autres les Algonquins, les Atikamekw, les Cris, les Malécites, les Micmacs, les Inuits, les Naskapis et les Outaouais, qui occupaient la plus grande partie du territoire québécois. La famille des Iroquoiens, quant à elle, comprenait les Iroquois, les Hurons, les Mohawks, les Neutres, les Pétuns, les Ériés, les Wendat, présents dans la vallée du Saint-Laurent principalement. Et finalement, il y a les Inuits qui vivaient le long des côtes de la baie du Thon et de la baie d'Ungava. Chez les bandes nomades de la famille des Algonquiens, ce sont généralement les femmes qui régnaient sur le camp et la vie sociale, mais elles participaient aussi aux activités de chasse. Les femmes avaient un bon niveau de liberté si on compare leur situation à celle des Européennes à la même époque. Elles pouvaient divorcer quand elles le voulaient. Et avoir plusieurs partenaires avant de se marier, ce qui, pour les Européennes, était absolument impensable. Chez les Iroquoiens, les femmes ne sont pas chefs de leur clan, mais les femmes plus âgées ont un réel pouvoir politique et sont toujours consultées pour les décisions importantes. Dans certaines nations, les rôles dans la société sont genrés, mais l'un ou l'autre n'est pas dévalorisé. Par exemple, si une femme accomplissait du travail à la maison ou dans sa communauté, c'était conçu comme une vraie tâche, c'était pas du travail invisible. Il faut savoir qu'au début de la colonie, les Français sont vraiment encouragés à se marier avec des femmes autochtones pour les inciter à se convertir au catholicisme. Sauf que, évidemment, c'est l'effet contraire que ça crée parce que la religion catholique du 17e siècle est franchement push pour les femmes. On dit, viens dans ma religion, mais tu n'auras jamais le droit de divorcer, tu vas me devoir obéissance toute ta vie, et quand on aura du sexe, ça sera fondamentalement un péché. Personne ne veut ça, évidemment. Et au contraire, le mode de vie et la spiritualité autochtone sont bien plus le fun et permettent surtout plus de liberté dans les rapports sociaux de sexe. On connaît maintenant le rôle de l'État canadien et québécois dans le génocide culturel infligé aux Autochtones, mais on oublie souvent de souligner le fait que dans cette histoire-là, comme dans la plupart des histoires, ce sont les plus vulnérables, et donc les femmes qui en ont le plus souffert. L'installation des colons français dans la vallée du Saint-Laurent a transformé, par exemple, les modes de vie et l'organisation des sociétés autochtones, mais d'abord et avant tout, les rapports femmes-hommes. La loi canadienne a toujours été injuste envers les Autochtones, mais il faudra attendre jusqu'aux années 1960, après une longue lutte politique, pour que les femmes autochtones ne perdent plus leur statut d'indienne lorsqu'elles se marient à un blanc, ce qui les mettait dans une situation vraiment vulnérable. Donc, c'était tout pour ce petit cours éclair. J'espère que vous avez appris quelques trucs. Et j'ai une suggestion de lecture pour vous. Ça s'appelle « Histoire populaire de l'amour au Québec » du journaliste Jean-Sébastien Marsan. C'est vraiment le premier livre qui a satisfait ma curiosité à propos des peuples autochtones parce que j'ai l'impression que, d'ailleurs, on parle si peu des peuples autochtones, mais encore moins des femmes autochtones, mais je vous suggère fortement ce livre-là si le sujet vous intéresse. Sinon, il y a bien sûr « Brève histoire des femmes au Québec » de Denise Baillargeon qui en parle largement. Donc, on se revoit, j'imagine, dans les prochaines semaines pour un prochain épisode. À bientôt. Et si vous avez des commentaires, des questions, je vous invite bien sûr à les faire.